Bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oula, je suis pas vraiment bien centré. Je me recentre, pardonnez-moi pour vous. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On est en direct ce soir. On va avoir une émission un petit peu spéciale puisque on va enfin en refaire une. On va découper l'émission en deux. On va commencer par parler football et donc débriefer cette phase allée de l'Europa League après avoir fait la Ligue des Champions jeudi en plein pendant les premiers matchs justement de l'Europa League. Donc là, on va pouvoir revenir dessus et ensuite on parlera un petit peu de l'actualité dans le monde du basket. Voilà, certains nous ont demandé quand est-ce qu'on reparlerait basket. Et bah, une première partie est aujourd'hui dans la deuxième partie du live. Donc voilà, et aujourd'hui, je ne serai pas accompagné de Timo comme on vous l'a dit jeudi soir, mais je vais être accompagné de mon compère Nico à qui je vais passer la main tranquillement pour qu'il puisse vous dire comment il va. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très content d'être de retour sur Game Time après quelques mois, là, quand même, quelques mois d'absence. Mais écoutez, on revient bien. On a beaucoup de choses dont on doit discuter ce soir. Donc, comme il l'a dit, la Ligue Europa, on va parler un peu de tout ce qui tourne autour du basket, la NBA, l'Euroleague et un peu d'international aussi. Et voilà, bah, je suis très content d'être là. Merci Mathias pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement sur la phase de l'Europa League. Donc comme on l'a dit, la phase aller. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, donc c'est un débrief rapide de 6 matchs où on va rapidement vous dire ce qui s'est passé, rapidement ce que nous on pense qui se passera pour le retour, avec qui se qualifiera, etc. Et puis ensuite on basculera surtout sur les deux gros matchs, donc on va vous les annoncer. Vous le voyez avec nos deux maillots pour l'un des matchs justement. D'un côté le maillot de la Roma, de l'autre le maillot de Bilbao. Donc voilà, on va forcément débriefer celui-là. Et on débriefera bien évidemment en tant que bon franchouillard français. Voilà, on Voilà. débriefera le match de l'Olympique lyonnais du côté de Bucarest en Roumanie. Non, si, Roumanie, ouais. si, Si, oula, Roumanie, ouais. j'étais en train de me perdre dans les pays européens. Voilà. Si vous nous voyez aussi regarder un petit peu donc légèrement au-dessus, et pour Nico, je crois, sur sa droite ou sur sa gauche, parce qu'en parallèle, on va vous tenir au courant de certains matchs. Voilà, lui, il vous tiendra au courant de Manchester United Arsenal, et moi, je suis devant le match de Bilbao et également le match de basket qui oppose Denver, donc les Nuggets, au Thunder d'Oklahoma City, avec bien évidemment le duel pour la course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Sur ce, donc nous allons pouvoir commencer sur le débrief de cette phase allée de l'Europa League. Et je te propose qu'on démarre rapidement sur une légère surprise un petit peu avec la victoire de Francfort 2-1 sur la pelouse de l'Ajax. Eh ben écoute, oui, il y a l'Ajax qui avait sorti. J'ai oublié qu'ils ont sorti en 16e, mais ça avait été un match vraiment très serré qui était Et allé ils ont au bout du sorti bout en l'Union prolongation. Saint-Gilloise. Voilà, c'était ça. C'était face à l'Union Saint-Gilloise, c'était allé jusqu'au bout. Oui. Et là, face à Francfort, ils ont malheureusement craqué à domicile 2-1. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois Francfort tenir le coup au retour. Même si j'ai malheureusement pas pu voir le match aller, je vois Francfort plus solide que l'Ajax cette saison. Pour avoir regardé très rapidement, du coup, pendant la soirée, enfin, surtout avoir revu un peu le replay et donc avoir vu les grosses actions du match, ce qui a été surprenant, donc, c'est de voir tout d'abord l'Ajax qui a quand même ouvert le score. Et en fait, je trouve cette défaite malgré tout un peu surprenante, même si je te rejoins sur la solidité de Francfort cette saison. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur la qualif de Francfort. Et en fait, c'est là où je réappuie sur la surprise, c'est que par contre, je ne voyais pas l'Ajax perdre à la maison. Je m'étais dit que Francfort, avec Mm. leur solidité, ferait peut-être match nul. Mais donc, du coup, du côté des Allemands, c'est une bonne surprise qui va leur permettre de se qualifier. Mais comme on l'a annoncé, sans trop de surprise de ce côté-là, avec Voilà. une solidité donc plus forte euh, du côté allemand. Voilà. Ouais, et puis une meilleure forme et tout. Enfin, je trouve que c'est pas une surprise
pour ma part, en tout cas, c'est pas une surprise que les Allemands aient réussi à prendre l'ascendant face à l'Ajax qui ces derniers temps est en dessous de ce qu'on avait l'habitude de voir les saisons précédentes. Sur les derniers Oui, matchs, ils sont, bien sûr. sur les derniers mois plutôt, ils sont un peu en dessous de ce qui nous avait habitué les années précédentes. Voilà. Oui, je te rejoins totalement là-dessus. Je trouve l'Ajax en deçà de ses standards. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est plus une surprise dans la physionomie du match que le Oui, c'est résultat ça. en lui-même, qui n'est pas forcément, même si on s'attendait à un Ajax performant à domicile, qui reste, comme tu l'as dit, pas forcément surprenant de la part des Allemands d'avoir été capable d'aller remporter ce match. Je te, je te propose qu'on bascule sur un match qui n'est pas une surprise en termes de résultat, mais peut-être plus au niveau du score, avec notamment Mhm. Bodo Glimt qui a Et- réussi donc à gagner à la maison. Donc ça, c'est pas forcément une surprise, mais qui a quand même mis 3-0 à l'Olympiakos. Voilà, l'Olympiakos qui a l'air quand même en deçà des standards qu'ils ont eu, auxquels ils nous ont habitués sur les dernières années Mhm. en Europe. Voilà, avec quelques petites, comment ça s'appelle, quelques petites perfs sympathiques sans forcément aller très Mhm. loin. Bonsoir Rémi, je Ouais. viens de voir ton petit message dans le chat. Voilà, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que tu penses de ce match-là. Si tu pouvais me donner un petit peu ton avis dessus. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur les parcours de l'Olympiakos récents, je crois que si je me trompe pas, l'année dernière, ils ont quand même gagné la Conference League. Donc, Oui, on pouvait s'attendre à ce qu'ils aillent peut-être un peu plus loin que les huitièmes en Europa, mais bon, ils sont tombés sur Bodo Glimt. Maintenant, ça fait quelques années qu'ils sont quand même habitués aux Coupes d'Europe sans forcément participer à la Ligue des Champions. C'est une équipe expérimentée avec un beau public. Et comme tu disais, ça m'étonne pas qu'ils aient gagné à domicile. Mais par contre, 3-0, j'avoue que j'aurais pas misé là-dessus. on Et est. du coup, avec un tel écart, je pense que c'est fait pour Bodo Glimt. Ouais, moi je te rejoins là-dessus. Voilà, je pense qu'on va pas plus s'attarder sur ce match-là. En plus, on peut aussi souligner que Bodo, c'est plus forcément une surprise de les voir à performer à ce niveau-là aussi, malgré tout. Parce que ça fait quand même quelques années où voilà, ils commencent à perf contre certaines équipes qui nous ont habitués eux aussi à performer. En Europe, on a souvent des belles affiches et ils proposent aussi du beau football. Donc, je pense qu'on ne serait pas surpris de les voir passer et ça serait une belle chose aussi pour le football qu'ils proposent. Je vois également donc dans le chat, on a le bonsoir de Tom. Voilà, on embrasse tous ceux qui viennent d'arriver. Rémi qui nous dit qu'il va très bien, donc il répond à notre petite question en nous disant qu'il va bien forcément avec les résultats d'hier. Bien évidemment, un Lensois et fan de Boston, il ne peut qu'aller bien. Voilà. Et il nous dit que Berg lui manque, surtout ta meuf. Bon, bien évidemment, toujours avec les vannes dont on connaît très bien Rémi. Rémi, aujourd'hui, pourra se permettre de vanner. Voilà, puisque Lens a gagné, donc il ne pourra pas se faire vanner sur Lens. Et je vois Tom qui glisse un petit message, à savoir qu'on fait un petit concours de pronostics à côté, voilà, et qui dit rien à voir avec le live, mais on va gagner le concours. Bien évidemment, le titre est pour nous, Tom. Ils ne sont pas prêts. Et pour la suite, je sais pas ce que tu en penses, mais on va parler d'un club pas forcément très apprécié pour ses supporters, mais qui a su l'emporter malgré deux cartons rouges à l'extérieur, qui est la Lazio contre le Victoria Pleasant. Euh, voilà, 2-1 pour la Lazio, en étant réduit à 9. Il y avait un partout au moment de la double expulsion. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que malgré l'aspect déséquilibré que peut avoir l'opposition entre Pilsen et la Lazio, quand même, sur le papier, je pense qu'il y a pas photo. Je pense que c'est quand même un petit exploit d'être allé chercher la victoire face à Pilsen pour la Lazio, sachant qu'ils étaient réduits, comme tu l'as dit, à 9. Et ils marquent en plus sur la dernière action du match, la C'est ça. 98e, sur un magnifique but, franchement, d'Isaksen. Et honnêtement, avec un résultat comme ça, je pense que là aussi, la qualification est acquise. Il y a pas beaucoup de confrontations où je trouve qu'il reste encore du suspense. Je dirais, il y en a trois là, de visu. Et Oui. celle-là, en tout cas, n'en fait pas partie. Et dans celle où tu dis il y en a trois, il y en a une dont on va bien parler longuement ce soir, Mm. justement. Voilà, on l'a prévu après. Mais justement, on y reviendra plus sur la fin. Je vois dans le chat que ça nous dit que gagner là-bas à 9
c'est fort, oui, surtout que, comme on l'a dit, Ouais. il y avait encore un partout, et c'est sur la dernière action. Et du coup, il nous dit que la Lazio, Rémi nous dit que la Lazio fait partie de ses favoris. Voilà, j'aimerais bien aussi d'ailleurs que vous nous listiez vos favoris, ceux qui sont présents ce soir. Nous aussi, on vous donnera on vous donnera les Et nôtres. l'autre, ouais. Mais voilà, en tout cas, je pense que oui, la Lazio a quand même tapé un gros coup sur cette première partie sur la phase aller justement, cette première partie des huitièmes, en venant montrer que il pouvait clairement répondre présent pour potentiellement être considéré comme le dit si bien Rémi, des favoris pour le titre et la victoire finale. Ensuite, je te propose de passer à la petite clim quand même en Turquie qui a été posée par le Ouais. Rangers dans le stade du Fener. Voilà, une victoire 3-1, une ouverture du score très rapide des Rangers avec une égalisation de Fener à la 30e minute. Puis un but qui vient un peu casser le moral des Turcs juste avant la mi-temps du Rangers. Euh, Avec ensuite un but en fin de match à la 81e pour vraiment venir sceller cette défaite et donc cette victoire glanée à l'extérieur. Si je devais, avant de te passer la main, te dire ce que j'en pense, voilà, je pense que le Rangers va se qualifier sans trop de soucis. Mais je reste un peu surpris parce que c'est une sacrée clim et une sacrée perf qu'ils nous ont proposé à l'extérieur. Eh ben écoute, moi je te rejoins totalement là-dessus. Je voyais pas les Rangers aller gagner en Turquie parce qu'à chaque fois qu'une équipe de toute façon en Coupe d'Europe se déplace en Turquie, on leur promet un enfer pas permis. Et du coup là, ils se sont quand même très bien sortis. Mais ce qui ressort vraiment, j'ai un ami qui est fan, qui est turc, fan de Fenerbahçe, qui du coup bah, a vu le match et m'a dit ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Fener être aussi mauvais. Avoir aussi peu de, comment dire, de peps, tu vois. Oui, Ils trouvent que l'équipe dégage rien. Ils pensent qu'ils vont droit dans le mur. Et ben ça fait pas plaisir à voir pour eux et surtout pour le football turc parce que bon, c'est pas ça qui va les aider à gagner des places au classement bien sûr. UEFA, notamment au niveau des points pour participer à la Ligue des Champions, par exemple. Même le champion de Turquie n'est pas assuré de participer à la Ligue des Oui, Champions. On l'a vu cette année avec Galatasaray. Et c'est vrai. c'était peut-être Fenerbahçe d'ailleurs, je sais plus. Mais en tout cas, il n'y a L'un des deux en aucun tout club cas. turc Ouais, c'est ça, c'était un des deux. Je sais que Fenerbahçe, ils ont fait les barrages, ils ont perdu contre Lille. Je sais pas si c'était eux les champions, mais bon, quoi qu'il arrive, ça risque pas de s'améliorer sur la suite, puisque, bah, comme tu l'as dit, C'est, je vois pas non plus les Rangers se faire éliminer au tour suivant. bah, c'est là où on est un peu rejoint aussi le chat par tout ce qui est en train de se dire. Je lis Tom qui nous dit que justement, en rigolant, que voilà, sans l'arbitrage, le Fener c'est dur, hein, sans l'arbitrage en leur faveur. On sait très bien un petit peu les petites histoires d'arbitrage qui peut exister avec le football turc quand ils sont à la maison. Je lis aussi que c'est. Alors, il nous dit que lui, il suit plus trop l'Europa à cause de l'élimination de son club. Voilà, si tu peux nous le rappeler, parce que nous, on ne le sait pas forcément, quel est le club que tu supportes. Et Rémi qui nous dit qui nous pose la question de est-ce que ça chute fort le foot turc en ce moment. Donc, comme tu l'as si bien dit, ouais, la Turquie chute. Et donc, Rémi, pour répondre à ta question, c'est de plus en plus dur pour eux d'avoir des équipes qui sont assurées d'une qualification à minima dans la plus grande des compétitions, donc la Ligue des Champions. Voilà, et donc Tom qui nous dit que son club s'est fait voler en barrage, il nous parle justement d'Anderlecht, et bah, si je me trompe pas, c'est parce que Anderlecht est sorti contre le Fener. Faut que je revérifie. J'ai aucun Et souvenir bah c'est de ça, ça. exactement, et c'est pour ça qu'il nous dit ça, puisqu'il y avait eu 3-0 pour le Fener Ah, à l'aller chez eux, avec un mhm. retour à 2-2 en Belgique. Donc voilà, donc c'était bien pour ça que je me disais bien qu'il y avait une raison de pourquoi il nous en parlait comme ça. Ah oui, d'accord. Donc il nous explique que c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Anderlecht a quand même pas mal raté ses derniers matchs de phase de championnat d'Europa League. Et donc c'est pour ça que au lieu d'être en huitième, ils se sont retrouvés en barrage, puisqu'ils ont fini dixième. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus simple pour eux. Mais malheureusement, Mhm. ils sont sortis contre ce Fener. Un Fener qui est, comme on l'a dit, hein, quand même assez faible, je trouve, cette année, par rapport aux années précédentes. Donc bah écoute, si tu veux bien pour enchaîner, on va continuer bah, sur l'Europa League. On a bientôt fait le tour des matchs dont on voulait parler. Je te propose ensuite d'enchaîner avec et peut-être la grosse surprise en termes de résultats de ces matchs allés, avec la victoire d'Alkmaar face à Tottenham.
Donc Oui, Alkmaar, ils avaient. Alors là, encore une fois, je me rappelle plus de qui ils ont. Je crois que c'était Galatasaray qu'ils ont affronté au tour précédent. Ils leur ont mis vraiment le bouillon. Galatasaray n'a pas vu le jour. Donc encore une fois, c'est un club turc qui sort prématurément de cette Europa League. Même si c'est pas fait pour le Fener, c'est quand même très bien parti. Et du coup là, Alkmaar qui continue sur sa lancée du tour précédent en s'imposant à 0 face à Tottenham sur un but contre son camp. Bergwall qui bah, pour le coup lui réalise je trouve une belle saison à Tottenham mais qui là a coûté la défaite à son équipe. ouais, je te rejoins sur le côté surprise, hein, parce que comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément attendu. On sait que les clubs hollandais sont pas faciles à jouer chez eux malgré tout. Euh, on parle pas forcément de grosses ambiances ou autres, mais rien que dans le football qu'ils proposent, hein, les Pays-Bas étaient en train de mettre en danger justement bah, le championnat français au niveau du classement Ouais. UEFA. Donc cette victoire arrange pas. Bon, heureusement il y a eu les défaites en Ligue des Champions des clubs hollandais pour la France, mais ça n'arrange pas cette question. Et puis surtout, c'est qu'on a affaire à un Tottenham très très en difficulté cette saison. On parlera également de leur compère anglais, le club que tu regardes actuellement contre Arsenal, le club Mm. United, voilà, qui pareil, alors a malgré tout fait un bon résultat de leur côté, et on va y venir parce que ce sera le match dont on parlera juste après. Voilà, la défaite de Tottenham est une surprise sans forcément en être, surtout au vu de la saison qu'ils sont en train de produire. Par contre, si voilà, là je devais mettre une pièce, je pense quand même que Tottenham ira chercher la qualif à la maison. Et je pense que Tottenham se qualifiera pour le prochain tour. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, si je suis assez d'accord quand même. Je fais plutôt confiance à Tottenham pour le match retour. En soi, ils ont qu'un but à marquer et je les vois bien de toute façon en mettre plus qu'un. Donc, bah, et du coup, par conséquent, se qualifier pour les quarts de finale, même de rien, de l'Europa League. Ok, très bien. Bah, je te propose du coup d'enchaîner directement sur le match donc des autres Anglais, comme on l'a dit, et que tu nous parles un petit peu de Manchester United, Real Sociedad, et qu'en parallèle tu nous tiennes au courant aussi de ce qu'ils sont en train de faire, s'il y a toujours 0-0 ou pas, comment ça se passe. Eh bien, écoutez, je vais commencer par vous dire le score du match actuel face à Arsenal. Donc, on vient de dépasser l'heure de jeu et il y a 1-0 depuis juste avant la mi-temps et un coup franc de Bruno Fernandes. Il y a 1-0 pour Manchester qui, pour l'instant, bah, tient. Et du peu que j'ai regardé, Arsenal n'a pas tant d'occasions que ça dans cette deuxième mi-temps pour revenir. Donc, c'est même United qui a été plus proche de mettre le deuxième à deux reprises. Et ben, ils s'en sortent plutôt bien par rapport à leur dynamique actuelle, puisqu'ils sortaient d'un match sans victoire face à la Real Sociedad, du coup, cette semaine. Oui, Bon, c'était à San Sebastian quand même, donc c'est une des grosses ambiances d'Espagne, donc bien sûr. c'était pas non plus un match très simple à aborder pour eux, surtout vu la dynamique dans laquelle ils se trouvaient. Et ils ont réussi, je crois que c'est eux qui ouvrent le score grâce à Zirkzee. Oui, Et ensuite, il y a une égalisation sur penalty, si je me trompe pas. Mais, exactement. mais je trouve que c'est pas un mauvais résultat. Et je saurais pas vraiment dire qui peut passer parce que c'est deux équipes un peu dans la même dynamique. En vrai, la Real Sociedad, elle est compliquée aussi leur saison. Ils ont une attaque qui marque pas en championnat, en tout cas. Oui. Et du coup, ouais, j'ai du mal un peu à sortir un gagnant pour le match retour. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Je vais, je vais te rejoindre c'est déjà sur la notion de très bons résultats de la part de United, surtout quand on sait à quel point c'est difficile pour eux cette saison. Je te rejoins aussi sur le fait que pour la Sociedad aussi, c'est pas forcément le plus facile en ce moment. Parce qu'en championnat, ça a du mal aussi malgré tout à fonctionner. Comme tu l'as souligné, surtout d'un point de vue attaque. Voilà, ils marquent encore sur un penalty, donc ça veut dire qu'ils s'en sortent pas forcément, on va dire, très facilement. Malgré tout, moi, si je devais mettre une petite pièce, je mettrais une petite pièce plus sur la Sociedad qui a, de mon point de vue, une plus grande solidité défensive. Voilà. Pour eux, c'est aussi un mauvais résultat de faire 1-1 à la maison. Maintenant, mauvais résultat ou pas, ils sont largement en capacité d'aller gagner à Old Trafford. Quand on ah, voit aussi la complètement. fragilité, je trouve, de United, parce qu'à à la maison, c'est pas la meilleure équipe, je trouve. Voilà.
Donc, si je devais vraiment Complètement. me positionner, je miserais sur la qualif de la Real Sociedad, mais comme tu l'as si bien dit, on est sur une confrontation qui, au retour, a quand même pas mal de suspense et où n'importe laquelle des deux équipes pourrait passer. Bah, écoute, encore une fois, on se rejoint. Pour le moment, on est plutôt d'accord. Oui, Donc, on va peut-être faire, au vu de nos maillots, un match où on sera peut-être un peu moins d'accord. possible. Je te propose de passer à Rome-Bilbao. Donc, le match aller que j'ai eu la chance de pouvoir regarder, Ouais, qui s'est soldé par une victoire 2-1 des Romains dans les tout derniers instants. oui. C'était un match, je trouve, plus compliqué que ce à quoi je m'attendais pour Rome. Je pensais qu'à domicile, il serait capable de mieux comment contenir et de mieux surtout garder le ballon face à cette équipe de Bilbao. Et il a fallu attendre l'exclusion du joueur, dont malheureusement j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais C'est il a fallu attendre c'est Alvarez. que C'est Alvarez Alvarez, ouais, pour un voilà. tirage de maillot, un deuxième carton jaune très très idiot, mais qui ne méritait peut-être pas Mm. forcément carton jaune au vu de comment ça se passait. Voilà, après, il n'y aura pas à se cacher derrière l'arbitrage sur ce match-là. Mm. Bah, c'est vrai qu'en plus ils ont eu pas mal d'occasions. Bilbao, ils en ont eu plus que Rome, si mon souvenir est bon sur le match. On est Bon, sur un après, c'est ensemble de l'impression que 16 tirs à le 12, match m'a donné. 16 tirs à 12 Ouais. pour Bilbao. C'est plus serré que ce à quoi je me rappelais. Donc ouais, Et dans les stats, c'est ils ont plus quand même serré eu que plus l'impression d'occasions au visuelle final. qu'on a pu avoir toi et moi sur le match. Ouais, voilà. Ah, c'est parce qu'en fait, du coup, ces 5 dernières, on va dire en vrai, c'est 10 minutes avec le temps additionnel, c'est 10 dernières minutes où Bilbao n'a pas pu faire grand chose parce que c'était réduit à 10. Oui, Et c'est là que Rome a finalement mis le couvercle en marquant vraiment dans les tout derniers instants et en prenant une belle option sur la qualification sans assurer cette qualification. Ils ont quand même pris une belle option, un peu à l'image de Liverpool en Ligue des Champions. C'est quand même moins un braquage, mais ça me rappelle c'est un peu le même mode opératoire, on va dire. Et donc ils prennent une belle option sans vraiment rassurer quant au match retour. exactement, je te rejoins là-dessus. Alors voilà, donc déjà j'ai un petit message qui me dit Bomayo Max parce que voilà, les supporters de Bilbao commencent à arriver là-dessus. Rémi qui nous a dit du sang, du sang, du sang, voilà, bien évidemment. Si je devais juste dire un truc, c'est que je crois, après avoir revu les images, que normalement le but de la Roma aurait dû être refusé pour hors-jeu. Voilà. Ah bon? Ah, ça, j'ai Mais pas vu. ça se joue à quelques centimètres dans mes souvenirs, même pas. Donc un peu comme le Mhm. hors-jeu de Kvara qui a été sifflé. Voilà, il me semble, je ne m'avance pas en disant qu'il y avait hors-jeu sur le but à la 94e, mais dans mes souvenirs, j'avais cru revoir les images expliquant qu'il y avait un léger hors-jeu. Voilà, on nous dit dans le chat que la défaite de l'Athletic c'est un peu un braquage de l'AS Roma, et je le rejoins dessus. Euh, Très grosse domination, surtout sur la première heure de jeu. Même, Mhm. on pourrait dire jusqu'au carton rouge, malgré l'égalisation 6 minutes après l'ouverture du score de la Roma. Voilà, on a vu ce qu'était capable de proposer Bilbao, mais le problème, c'est que c'est un peu comme ce qu'ils font en championnat sur ces dernières journées, avec notamment le match contre l'Atlético Madrid le week-end d'avant, où il y a une défaite 1-0, avec quand même plus d'occasions du côté des Basques. Voilà, je Mhm. pense que si ceux qui sont présents dans le chat pourront le dire tout aussi bien que moi, on est frustré en ce moment parce que l'équipe propose du beau jeu mais n'arrive pas à conclure. Maintenant, ça reste malgré tout pas un si mauvais résultat. C'est pas un bon résultat parce qu'il y a une défaite. Voilà. Comme il le dit, s'il y avait eu plus de réussite côté Roma, il y aurait pu y avoir 4 ans pour la Roma aussi sur ce match. Donc, on va dire que c'est pas un si mauvais résultat, c'est pas un bon résultat. Un bon résultat, ça aurait été au moins à minima de faire match nul sur le match. Mais je pense que tous les supporters basques qui sont peut-être avec nous là, et même tous les supporters basques et moi-même, on est totalement confiant sur une victoire et sur une qualification à la maison parce que on l'a pas encore précisé, mais le retour il se joue à San Mamés et San Mamés c'est pas une petite ambiance. Je sais pas trop ce que tu en penses, mais voilà. J'avoue que j'ai pas vraiment l'habitude de regarder les matchs de Bilbao. Mais j'imagine que c'est comme par exemple à la Real Sociedad ou à Valence, c'est des publics, j'imagine, passionnés qui vont faire beaucoup de bruit. Et j'ai vraiment hâte de voir le match retour et d'assister à la qualification de l'AS Roma.
tout simplement. Voilà, bah écoute, tu vois, si je devais donner un prono un peu plus précis sur ce match, j'aurais une victoire des Basques 3-1, moi, au retour. Je sais pas ce que toi tu as comme prono, parce que si tu vois la qualification de la Roma, ça peut être une défaite et donc une qualification au tir au but. Je sais pas, j'aimerais bien savoir, tiens, justement, ton petit prono pour le retour. Non, moi je vois bien un nul où Rome va au début du match essayer de tenir le score. Je pense qu'ils vont se prendre un but et qu'ils vont ensuite avoir un peu de bol, un peu de réussite, comme un match aller. Et ça fera, je pense, un partout ou deux partout, mais je les vois se qualifier ric-rac, mais sans aller en prolongation non plus. Ok, très bien. Et bah, alors on ne le débriefera pas ensemble, puisque là, ce ne sera aucun de nous deux sur les deux. Enfin, tu ne seras pas sur les deux prochains lives et moi j'y serai jeudi, mais jeudi ce ne sera pas le match, enfin ce sera le jour du match. Donc la qualif n'aura pas encore eu lieu pour l'une des deux équipes. Donc on espérera que nos deux compatriotes, nos deux confrères Timo et Paulin vous en parleront du coup dimanche prochain. Voilà. Mais en tout cas, que le meilleur gagne. Il y aura peut-être du sang entre nous. Voilà. Comme certains ont voulu le voir. Chat, on est quand même, malgré tout, je trouve, sur la même longueur d'onde sur le match en se disant que c'est Oui, un léger braquage de la part de la Roma. Pas une victoire imméritée non plus. Un match qui s'annonce compliqué au retour. Et notre point de désaccord, il se trouve sur la qualif. Voilà, je lis aussi dans le chat que ça me dit que le problème c'est Iñaki en Europa, ça marque beaucoup, c'est cool. Par contre, c'est Nico, c'est pas vraiment sa saison et on perd nos centraux titulaires pour le retour. En l'absence de Sunset, ça fait vraiment mal. On y croit pour le retour à San Mamés puisque les matchs retour là-bas c'est toujours magique. Voilà, je rejoins vraiment la vie de Max. Je pense il a très bien résumé la folie des grands soirs d'Europe qu'il peut y avoir dans un stade comme San Mamés. Voilà, c'est pas non plus, je dirais que c'est pas non plus Anfield, mais ça reste une qualification pas assurée pour la Roma et je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est également l'un des matchs sur lequel il va y avoir du suspense sur le match retour. oui, bah oui. Quand tout à l'heure j'évoquais les matchs à suspense, je pensais à celui-là, à Tottenham et à United forcément puisqu'il y a le match nul. Et du coup, oui, je pense qu'il y a vraiment un gros suspense. C'est vraiment très indécis sur qui va passer. Et ouais, j'ai bien hâte, comme tu le dis. Alors que sous mes yeux, au moment où on parle, Declan Rice vient d'égaliser pour Arsenal contre United. Une très belle frappe, franchement. Euh, et donc, sinon, oui, pour revenir sur ce que je disais, ça va être très compliqué. Je suis 100% d'accord avec toi et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce match retour dans l'enfer de San Mamés, comme tu me le vends si bien. Et bah voilà, je te propose qu'on passe à la suite. Et juste avant, comme moi, je suis en train aussi de regarder Bilbao. Pour vous tenir au courant, on est à 12, une bonne douzaine de minutes avec le temps additionnel, un bon quart d'heure de la mi-temps. On a un nouveau follow. Bah, merci Max de nous follow. Voilà, ça fait plaisir. Et donc Bilbao est en train de faire, pour l'instant, il y a 0-0 sur leur pelouse contre Mallorca. Voilà, c'est un match un peu compliqué quand même, des occasions mais ça concrétise pas. Et là, en ce moment, on a Mallorca à l'attaque. Voilà, mais le ballon est récupéré par. Non, pas encore récupéré par Bilbao. Attention, il y a une belle occasion pour Mallorca. On espère qu'elle ira pas au bout. Et non, elle est à côté. Donc voilà. Je te propose qu'on passe du coup, pour finir, sur le club français. Encore en lice en cette compétition, puisqu'on ne peut pas Mm. trop compter sur Nice, à Sur vrai Nice, dire, ouais. pour l'Europa League. Eh ben, écoute, si tu veux, je peux démarrer pour un peu mettre le contexte du match. L'OL, c'était un contexte assez. Il y avait beaucoup de pression, surtout sur Paulo Fonseca, dont la sanction venait de tomber, l'histoire Oui. des 9 mois de suspension par rapport à ce qui s'est passé avec Benoît Millot le week-end dernier. Je pense que tout le monde a vu les images, c'est pas la peine de s'attarder autre mesure là-dessus, mais du coup, ces joueurs lui ont quand même rendu honneur sur le terrain, en tout cas au niveau du résultat, parce qu'au niveau du contenu, c'était pas flamboyant, on va pas se mentir, mais ils arrivent au final à se dépêtrer d'un match qui pouvait être un match piège, donc en Roumanie avec un gros public, un grand stade bien rempli, de plusieurs milliers de Roumains qui gueulent pendant 90 minutes. Donc c'était un peu
c'était un peu un match bourbier et au final ils s'en sortent très bien et je pense que leur qualification est actée. On va pouvoir parler ensuite plus du fond du match juste après, mais je te laisse la main pour donner ton avis rapidement sur la qualification et sur le match. Ouais. Sur le Comme match tu en l'as dit, question. j'ai beaucoup apprécié la belle image avec notamment le grand câlin collectif à la fin avec Mm. Paulo Fonseca. Voilà. On parlera peut-être pas forcément de la sanction, mais bon, sanction que je trouve quand même malgré tout absurde au niveau de la durée. Voilà, qu'il soit sanctionné et qu'il soit interdit de stade, je peux l'entendre. Maintenant, 9 mois, ça le prive d'une saison complète. L'UFA en plus voudrait potentiellement reprendre la sanction et donc l'empêcher d'être sur le banc aussi en Europe. Voilà, je trouve ça légèrement absurde. Alors oui, il a totalement craqué et la sanction, c'est une sanction qui malgré tout reste méritée. Mais c'est plus sur le contenu et sur la sanction en elle-même que voilà, il y a peut-être des choses à redire. Sur le match en lui-même, moi je considère qu'ils se sont quand même fait peur avec l'égalisation dans le contenu. Maintenant, il y a Fofana qui est venu, qui a décidé de poser la clim en Roumanie. Voilà, avec deux buts en 3 minutes, si je me trompe pas. C'est la 86 et la 89, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Euh, Oui, c'est 2 buts, ouais, coup sur coup. donc voilà, exactement la même célébration en plus sur les deux buts avec un Mm. bon petit calma. Voilà, je lis dans le chat, ça dit merci Fofana, Cherki et Perry. Alors oui, on a eu un Perry Mm. côté Lyon qui a été quand même en mode Allison la veille. Il a dû s'inspirer grandement du match du portier des Reds. Voilà, parce que si je me trompe pas, si je regarde les stats, il nous fait quand même pas mal d'arrêts, hein. Il doit nous en sortir, je pense, au moins 5 4. Je crois qu'il nous en sort 4 voilà. 4 ou Mm. 3. Des grosses sorties aussi, que ce soit dans les airs et tout ça, je l'ai trouvé impressionnant. Et oui, si je devais sortir les noms, je pense que Rémi, j'aurais sorti les mêmes que toi et j'aurais quand même un comment ça s'appelle une petite remerciement au match de Tagliafico et de Mikotadze parce que j'ai trouvé leur performance quand même très forte, surtout Tagliafico qui a beaucoup été critiqué par moment. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses globalement. Qui tu sortirais surtout sur ce match? Et d'ailleurs, la passe de Mikotadze aussi, voilà, qui a été exceptionnelle sur l'ouverture du score. Mm. Et ben écoute, je te rejoins sur de ton top 3 deux joueurs de ton top 3 sur Perry, que j'ai trouvé vraiment à l'inverse d'un Donnarumma dont vous avez pu parler jeudi. Je l'ai trouvé décisif, surtout, en fait, c'est pas vraiment sur le nombre d'arrêts qu'il a été impressionnant, c'est sur à quel point c'était décisif. Il a Oui, fait des arrêts à des moments clés. Il sort une grosse parade à un partout. Je pense que si les Roumains passent devant, c'est pas le même match. bien sûr. Pareil aussi, leur but aux Roumains, c'était clairement de mettre la pression pour ouvrir le score. Perry, il sort aussi une grosse parade. Si je me souviens bien, c'est à 0-0 en première mi-temps. Et ensuite, Tagliafico ouvre le score et ça tue un peu le plan des Roumains. Et donc oui, je trouve que franchement, Perry, pour moi, c'est l'homme du match parce qu'il a fait les arrêts au bon moment et il a été ultra décisif. Tout comme Malik Fofana, que je mets aussi dans mon top 3 du match. Forcément, quand il rentre un partout, il met un doublé, son équipe gagne 3-1. C'est compliqué de pas le mettre dans le top 3. Puis je trouve qu'il revient bien. Ouais, Ces derniers temps, là, début 2025, c'était compliqué. Il était repassé sur le banc alors qu'il avait démarré titulaire sous Pierre Sage. Et là, depuis que Fonseca est arrivé, il a plutôt l'habitude de sortir du banc. Nuama lui est souvent préféré, alors que je trouve que franchement, Nuama, j'ai beaucoup de mal avec lui. Je le trouve pas impactant. Je trouve qu'il fait des mauvais choix je aussi. peux comprendre. Et je comprends pas pourquoi il est en faveur de son entraîneur. Mais du coup, ouais, Malik Fofana, peut-être qui vient de faire un pas en avant vers son retour en tant que titulaire à l'OL. Sinon, sur Cherki, j'ai eu un peu plus de mal avec son match. Alors, c'est vrai il est sur les 3 buts. Il fait la dernière passe du premier, je crois. Non, il est sur les Et deux derniers. je crois qu'il fait l'avant-dernière passe. C'est lui qui fait la passe à Mikotadze, Oui, je crois, si, justement, sur le premier. justement, oui, t'as raison. Il faut souligner son travail juste avant le travail de Mikotadze, oui, puisque c'est lui qui permet de la donner à Mikotadze.
Donc en fait, c'est ça que je trouve un peu paradoxal, c'est qu'il fait pas un match de. Enfin, il a fait des bien meilleurs matchs cette saison que Oui, celui-là, mais il est quand même décisif 3 fois. Donc je pense que les fans de Lyon, s'ils peuvent avoir un Cherki moyen qui est décisif 3 fois bah à c'est tous les sûr. matchs, ils prennent. Et sinon, il y a aussi ce que j'avais noté, c'était Tessman au milieu de terrain. Je sais pas s'il était là au début de saison, parce que j'avoue que j'ai pas d'Azon, donc j'ai rarement la chance de voir l'OL jouer. Mais du coup, Tessman, je sais pas depuis combien de temps il est au club, mais le peu de matchs que j'ai vu de lui, j'ai rarement aimé. Je trouve il est vraiment lourd, il fait vraiment lourd sur le terrain. Quand ils sont les deux avec Matic, ça fait vraiment un peu doublon, même Oui, si là c'était le cas en plus. Donc on a vu qu'en plus ils ont eu beaucoup de mal, surtout en début de match, à ressortir le ballon, avec le gros pressing qui a eu de la part des Romains. Et honnêtement, même si je trouve que la qualification de Lyon avec ce résultat-là, c'est deux buts d'avance avant de les retrouver à Lyon à domicile, ça fait que la qualification est actée. Hein. Moi, je me fais pas de doute. À moins d'une énorme désillusion, je pense que la qualification de l'OL est actée. bien sûr. Mais je trouve au prochain tour, il joue soit à la Sociedad, soit United. Bon, c'est ce qu'on disait, c'est deux équipes un peu qui sont pas dans leur meilleure forme par rapport aux dernières années. Mais je pense quand même que Lyon aura bien du mal à se sortir des quarts de finale si ils arrivent à maintenir leur score qu'ils ont en avance d'ici le match retour. Je te rejoins là-dessus. Voilà, moi je pense que la qualification de Lyon est actée. Et je pense qu'au vu du tableau et de comment ça se déroule, voilà, ils ont largement de quoi prétendre à même aller chercher la demi-finale. Je sais pas dans le chat ce que vous en pensez au niveau de l'Olympique Lyonnais, mais moi au vu de ce qu'ils ont proposé, je pense que au vu de la Sociedad et d'un United malade comme ça, il y a la place d'aller chercher une place en demi. Voilà, à condition de bien évidemment finir le travail comme on l'a dit sur les huitièmes et ensuite voilà, de faire face à United ou à la Sociedad. Je pense que là on peut parler peut-être un petit peu de la suite de la compétition avant de passer vraiment sur le côté basket. Moi je pense que voilà, si je devais pronostiquer quelque chose, je vois bien une demi-finale entre Lyon et le vainqueur du match entre la Roma et Bilbao de ce côté-là du tableau en tout cas. Bah écoute, moi de ce côté-là du tableau, je serais d'accord pour dire que le meilleur club du côté de Rome et Bilbao, bah, il est dans cette confrontation-là entre Rome et Bilbao. Celui des deux qui se qualifiera, donc moi je pense que c'est la Roma. Je vois bien du coup la Roma aller en demi. Mais par contre, je pense que l'OL, ils ont montré vraiment qu'ils avaient des défauts. Je trouve que s'ils n'arrivent pas à les régler face à une équipe de Manchester, même malade, comme on disait, ça va être très compliqué. Et franchement, je les vois pas passer, que ce soit face à United ou à la Sociedad, si ils n'arrivent pas à régler les problèmes dont on parlait là, que ce soit au niveau de la relance ou si Cherki fait pas un top match. Voilà. Ok. Je pense que Oui, je te ça va être vois, très tu es un peu compliqué. plus réticent et plus dur sur le niveau de l'OL. Moi, bien évidemment, je pars en connaissance justement de ses défauts, mais je vois bien Lyon totalement être capable, si je me trompe pas. euh, du coup, si c'est la Sociedad, ce sera match aller à l'extérieur et retour à la maison, si je me trompe pas. Et l'inverse, si jamais c'est United, au vu des classements en phase de poule. Euh, Ok, voilà, Rémi te rejoint. Il pense que le qualifié United Sociedad ira en demi. Voilà, moi, tu vois, du coup, comme on l'a dit, comme je vois plus Bilbao se qualifier, moi, j'aurais bien vu une demi Lyon-Bilbao, avec malheureusement une marche trop haute pour les Lyonnais après en demi. Parce que voilà, on l'a dit, je pense que le club, même on peut aller plus loin, le club qui sortira du duel de l'AS Roma Bilbao, pour moi, sera le club qui se qualifiera pour la finale. Même si au final c'est pas Lyon et même si c'est United ou la Sociedad, je trouve que la Roma et Bilbao sont légèrement un cran au-dessus de toutes les équipes de leur côté. Surtout que Bilbao a aussi quelque chose à souligner. Voilà pourquoi aussi je parle d'eux. Il y a peut-être cette âme en plus d'aller jouer la finale à la maison. Voilà, on soulignera que la finale de cette Europa League se joue justement à San Mamés, donc se joue à Bilbao. Donc il y a peut-être ce côté-là, mais en tout cas, voilà, je te rejoins et je pense que tu seras d'accord aussi pour dire que le vainqueur Roma Bilbao voilà, sortira de ce côté-là et il se qualifiera pour la finale. Ah, justement, là, je suis moins emballé parce que même, en fait,
même si, comme on l'a dit, United et la Sociedad sont un peu, bah, c'est ce qu'on disait depuis le début, malades. Je trouve que c'est des grands clubs qui ont maintenant, la Sociedad, ils ont un peu l'expérience quand même de ces grandes compétitions. Ils savent ce qu'il faut faire pour se qualifier Bien sûr. et aller loin. United encore plus. Et franchement, je ne saurais pas là sortir un vainqueur d'une opposition entre Bilbao et United ou la Sociedad. Mais moi, je verrais bien de ce côté-là quand même, malgré leur état de forme assez catastrophique en ce moment, je verrais bien quand même United aller en finale. Ok. Et de l'autre côté, du coup, je regarde un peu les clubs qui restent. De l'autre côté, je verrais bien. Je connais pas le tableau malheureusement, mais je verrais bien Oui. Ouais. Je te, La Lazio aller en finale. je te rejoins, à moins d'une surprise ou une équipe, parce que la Lazio, en cas de qualification, rencontrera, je pense, comme on l'a dit, comme je pense que c'est fait, Bodo Glimt. Donc du coup, ça sera quand même une rencontre assez compliquée. Voilà, je pense que voilà Rémi qui nous dit que lui il a favori Lazio et le qualifié de Bilbao Roma. Moi je le rejoins. Voilà, je pense plus à une finale donc en disant Bilbao, mais ça pourrait être la Roma. Je vois une finale entre le vainqueur de ce duel-là et la Lazio justement, donc soit un derby romain, soit Lazio Bilbao, parce que en fait Bilbao, ce qui va peser dans la balance, je pense, ça va être leur positionnement en championnat par rapport aux trois ogres espagnols. Parce que on peut considérer qu'ils ne sont pas dans la course au titre en championnat, mais malgré tout, ils n'en sont pas non plus très loin. Quand on note le faux pas aujourd'hui de l'Atlético, si eux arrivent à gagner et qu'on a des résultats pas forcément positifs pour le Real et le Barça, Bilbao viendrait se repositionner, je crois, à 4, 5, 6 points du premier, malgré la défaite justement contre l'Atlético qui a fait mal dans cette lutte pour le titre. Voilà, en fait, tout dépendra de où est-ce qu'ils en sont. Comme ils ont déjà un petit matelas d'avance sur le cinquième, ils sont en train de s'assurer petit à petit la quatrième place au fur et à mesure. Un petit salut à Timo qui nous a rejoint. Voilà, il n'est pas en live avec nous ce soir, mais il est présent. Et donc, ouais, voilà, c'est pour ça que je pense que Bilbao, ça dépendra aussi beaucoup de comment ça avance. En tout cas, s'il se qualifie après avoir passé la Roma, ça dépendra beaucoup de comment ça se passe au niveau du championnat. Je te rejoins sur United qui peut faire une petite, entre guillemets, surprise, dans le sens où je pense que c'est pour ça que tu dois les voir. Ils ont plus grand chose à jouer en championnat. Et que s'ils veulent pouvoir jouer l'Europe l'année prochaine, il faudra que ça passe même par la victoire finale. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut vraiment les surmotiver. Enfin, ça sauverait carrément leur saison qui est terrible. Et les débuts d'Amorim qui sont carrément décevants. Même si bon, il n'est pas aidé parce que il a franchement un effectif pas hyper cadeau. Sur le papier et quand on voit les sommes qui ont été dépensées, on pourrait se dire qu'il a un top effectif. Mais quand on voit les matchs, franchement, c'est pas le cas. Mais du coup, quand même, ils ont pour moi, de toute façon, cette Europa League, je la trouve très ouverte cette Oui, année. Honnêtement, je trouve que il y a carrément, enfin, il y a beaucoup de clubs qui ont un coup à jouer et je vois bien United, ouais, aller en finale. je te, je te rejoins là-dessus sur l'ouverture. C'est vrai que, en fait, on a beau avoir nos favoris. Voilà, je serais pas surpris qu'un Tottenham se relève de la pente et aille même jouer une qualif de l'autre côté. Francfort en cas de qualification. Et comme on l'a dit, moi, je vois même potentiellement Bodo Glimt capable de faire une surprise et donc faire un parcours un peu comme on l'appelle de petit poussé, venant créer un peu une surprise. Voilà. Je pense que tu as raison sur le côté très très ouvert. Parce qu'on a beau dire même que de l'autre côté, Bilbao et la Roma paraissent être les deux meilleures équipes. Voilà, malgré tout, une qualification, un match contre les Rangers derrière, parce que je pense que, voilà, comme on l'a dit, le Rangers éliminera Fenerbahçe. C'est pas non plus une qualification assurée à 100%. Voilà, je pense que dans le chat, bah, comme l'avait dit Rémi, Rémi nous avait rejoint sur cet avis-là. Même si lui, il voit Lazio, Bilbao ou Lazio Roma en finale. Euh, je pense que ouais, le côté ouvert joue sur le fait qu'on peut être très très hype sur la suite de la compétition. Complètement d'accord. Avant qu'on passe au basket, je pense que je vais juste dire un petit mot et comme ça tu me donneras ton avis. On parle pas trop de la Conference League, mais voilà, je pense que Chelsea a montré que la compétition était normalement pour eux.
Oui. sans gros doute. Je pense que Chelsea ira la remporter. Alors attention quand même peut-être au Betis, qui peut être peut-être la deuxième grosse écurie. Mais je pense qu'à ce niveau-là, sinon, je sais pas trop ce que tu en penses. Je pense que pour moi, la Conference League, elle est pour Chelsea. Bah, honnêtement, oui, je suis carrément d'accord. Chelsea qui est allé faire le taf à Copenhague quand même. Donc, ils n'ont pas eu un tirage facile. Quand je vois les noms des autres clubs, là, je me dis qu'ils ont tiré un des meilleurs. Et, euh, et bah oui, je pense que Chelsea est largement favori. Et je pense qu'il n'y a pas trop de surprise sur le fait qu'ils vont remporter cette compétition. D'autant plus que les deux autres un peu qui pourraient faire figure d'outsider, donc la Fiorentina et le Betis, bah, le Betis, ils ont fait 2-2 à Oui, domicile dans leur match aller là, de Conference League. Donc la qualification est vraiment pas actée, puisqu'ils vont se déplacer ensuite à Guimarães, qui leur a posé bien des soucis au match aller. oui, Et il y a la Fiorentina qui a carrément perdu face au Panathinaikos. oui. Bon, quand même, on sait que les clubs grecs, souvent, c'est un peu comme les Turcs, il y a une grosse ambiance et ils sont surboostés à domicile. Donc, on va voir s'ils arrivent à tenir le score en match retour. Mais en tout cas, les deux outsiders qui peuvent, selon moi, potentiellement embêter Chelsea sont en bien mauvaise posture pour la qualification. Et du coup, bah, ça pourrait encore plus assurer la victoire finale Oui. de Chelsea. Et si je me trompe pas, la Fiorentina avait fait finale de cette Conference League ou l'avait peut-être déjà remporté, je ne sais plus, dans mes souvenirs. J'en ai pas le souvenir, je vais essayer d'aller vérifier ça. Voilà, ouais, peut-être regarder l'info parce que moi j'avais quand même le souvenir Ils que ont, la Fiorentina avait ils déjà étaient fait en un bon finale l'année parcours dans cette dernière. compétition. Ils étaient en finale l'année dernière et ils perdent contre l'Olympiakos. Voilà, c'est ça. Bah, donc oui, c'est ce qu'on soulignait et c'est pour ça on a retrouvé l'Olympiakos en Europa League. Voilà. J'ai lu dans le chat, c'est vrai que cette année, il n'y a pas d'ultime favori en LDC. Merci de plus avoir justement la redescente de la Ligue des Champions. Et c'est un peu pareil pour la conférence. Voilà, si on se retrouve avec des gros favoris en conférence League, il n'y a plus ceux de l'Europa League qui vont descendre. Puis je lis donc Rémi qui dit que oui, United il y a la place et même la Sociedad, même s'il y a un peu moins. Et par contre, en rigolant, il nous dit clairement pour Lens, la conférence, c'est le gars dans le déni. Oui, parce que Lens, quand même, reste le gros point noir des clubs français en Ouais. Europe, avec leur élimination prématurée en Je trouve, barrage pour la qualif dans cette compétition. je trouve quand même que Nice est peut-être encore Nice qui fait enfin, la manière dont ils se sont fait éliminer. Parce Ouais, que Lens, à la limite, ils perdent c'est sur un match aller-retour, c'est face au Panathinaikos, en plus, je crois qu'ils perdent. oui, Donc bon, c'est con, mais c'est arrivé à l'OM l'année dernière déjà de se faire sortir par le Panathinaikos, donc c'est pas non plus la honte du siècle, mais par contre, quand on est Nice et qu'on joue la qualification en Ligue des Champions en championnat et que je sais plus combien de points ils ont fait Nice, mais ils ont dû faire même pas 5 points sur 8 matchs, alors qu'ils avaient en plus des adversaires assez abordables quand même. Je trouve oui. que Nice, c'est quand même c'est plutôt Nice le gros point noir pour moi des clubs français en Coupe d'Europe. Nice, ils ont fait 3 points et ils sont avant-derniers. Voilà. Ok, oui, je comprends. C'est vrai que en prenant ça en compte, oui, on peut considérer que ça reste malgré tout Nice, le réel point noir français en Europe. Oui, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord. Moi, je vois Nice, pire, Imo. Mais quand je vois les équipes, je me dis qu'un quart, c'était large jouable. Et ça n'entraîne pas pour ce mercato d'hiver. Ah bah oui, ok, oui. Je comprends. Donc, voilà, c'est vrai, je le rejoins. En fait, Lens, c'est plus frustrant, je trouve, que Nice dans ce Oui, sens-là. Lens, c'est plus frustrant, mais Nice, c'est carrément, enfin, c'est ridicule, quoi. Bien sûr. Nice, c'est. En fait, j'ai même pas les mots. Voilà. Je Et sais pas. ben, sur ça, je te propose qu'on clôture et qu'on bascule donc Ouais, c'est ça. sur la partie plus basket, où tu vas commencer en prenant peut-être un peu plus la main, voilà. Donc, pour ceux qui sont encore présents sur la live, et je vois qu'on a varié entre 7 et 9 là depuis un bon petit moment. C'est cool, merci à vous, franchement. Bah, comment dire, je pense qu'on va être, on va parler donc de l'Euroleague comme vous le voyez affiché, on va parler de NBA, on va parler de toutes les actus. Donc ceux qui sont encore là, j'espère qu'il y a de gros fans de basket aussi parmi vous. Et je te propose de te laisser en majorité la main sur la partie Euroleague parce que tu l'as quand même plus suivi que moi.
j'ai vu les grosses actus des clubs présents en Euroleague, un peu comme tout le monde sur Twitter, etc. Mais je pense que pour parler de la compétition, en tout cas au moins du dernier mois depuis la reprise, là, je pense que tu es le mieux placé de nous deux. Donc je te laisse voilà, nous parler un peu des actus et ensuite on parlera un peu plus des actus plus générales avec la NBA, etc. Ben écoute, pas de souci. Je vais prendre la main du coup sur l'Euroleague. Je vais plutôt parler de ce qui s'est passé vraiment très récemment, parce que si je commence à parler de tout ce qui s'est passé pendant le dernier mois, ça va faire peut-être un peu long. Donc j'ai commencé par, il y a eu la deadline des signatures. Oui, C'était pas cette semaine, mais la semaine d'encore avant. Il y a eu la deadline des signatures en Euroleague. Ce jour-là, il y a eu quelques rumeurs. On a eu des rumeurs qui envoyaient Patrick Beverley, par exemple, au Real Madrid, mais ça ne s'est pas fait. Et au final, on a trois signatures qui sont déroulées ce jour-là. Donc on en a une qui est un peu, enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais je veux dire, c'est un joueur qu'on connaît pas trop. C'est Tibor Pleiss qui a signé au Pana pour pallier à l'absence de Mathias Le Sort, dont on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur un oui, autre sujet. Il y a eu aussi Saben Lee qui était au Suns l'année dernière, qui s'engage à l'Olympiakos. Donc l'Olympiakos, déjà premier de l'Euroleague, qui se renforce encore plus. Ils ont recruté Evan Fournier cet été. Evan Fournier d'ailleurs qui s'intègre très bien au sein du collectif de l'Olympiakos. Et l'Olympiakos font pour l'instant figure de favoris pour aller jusqu'au bout. Ils sont très solides, ils ont un gros public. Leur seul, on va dire le seul point faible, c'est que le Final Four se déroule à Abu Dhabi et donc ils n'auront pas forcément autant de fans et une telle ferveur qu'à domicile, mais honnêtement en termes de jeu pur, je les vois au-dessus du reste. Et oui. on a 3 clubs français cette année en Euroleague. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu autant, je crois. On a donc toujours l'Asvel qui malheureusement peut pas vraiment viser les playoffs, ça reste un peu haut, même si on est cru en début de saison, grâce notamment à un énorme Théo Malédon qui démarrait la saison en trombe et qui franchement prend une sérieuse option sur le fait de se faire appeler cet été par Frédéric Fautou pour, euh, pour Bien sûr. l'Eurobasket. Mais là, bon, à l'image de son équipe, il est un peu en perte de vitesse, en tout cas en Euroleague. Et donc l'équipe va retrouver ses places habituelles vers la 14e place du classement. Je ne sais pas s'ils sont prévus pour être réinvités l'année prochaine, mais en tout cas, l'Asvel, ça commence à être un peu compliqué. Contrairement au Paris Basketball, parce que le Paris Basket, cette année, ils jouent leur première saison d'Euroleague. Il y en a pas mal qui s'attendaient. En plus, ils ont un nouveau coach, Thiago Splitter, qui a son premier poste d'une équipe première. Donc les gens pensaient qu'ils allaient un peu se casser les dents face aux autres équipes de l'Euroleague. Et bah pas du tout. Le tout début a été compliqué, et ensuite il y a eu une grosse série de 10 victoires d'affilée. C'est un record en France, je crois. En tout cas, c'est un record pour une équipe Oui, débutante, si je ne me trompe pas, c'est dans la ça. compétition. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont bien dans la course au play-off. Là, ils sont plus vers le play-in en ce moment, parce qu'ils ont un peu chuté d'ailleurs. Oui, Parce que cette semaine, ils avaient 2 matchs à jouer, exceptionnellement. Donc ça m'amène à pouvoir parler de ce qui s'est passé cette semaine. Donc cette semaine, 2 matchs à jouer pour Paris, 2 matchs à domicile. Le premier face au Fenerbahçe, qui est deuxième du classement. Et du coup, on s'attendait à un match compliqué, forcément. Et on va dire que les Parisiens ne se sont vraiment pas facilité la tâche non. en laissant 29 rebonds offensifs à leurs adversaires sur la soirée. Donc 29 ou 30, je ne sais plus, mais en tout cas, ça égale le record de toute l'histoire de la compétition. 29 ou 30 du coup rebonds offensifs, Oui, je ne me rappelle plus de la stat exacte. Et franchement, tu peux pas gagner sur un match comme ça. Et ensuite, ils ont 2 jours plus tard reçu Monaco, avant du coup le match qui a lieu, je crois qu'il a lieu en ce moment, le match face à Monaco. Ouais, il a lieu en ce moment et donc Paris mène. On est oui, proche de c'est la ça. mi-temps et Paris est au point. Mais du coup, il retrouvait Monaco 2 jours plus tard après cette défaite et ils ont une nouvelle fois perdu. Enfin, c'est une équipe de Monaco qui a su faire le run qu'il fallait dans le troisième quart pour creuser l'écart et puis ensuite tranquillement fait la course en tête et c'est 2 matchs quand même assez frustrants pour Paris parce que c'est ce que disait Thiago Splitter à la sortie
du deuxième match face à Monaco, du coup. Lundi, ils shootent à 43% à 3 points et ils perdent parce qu'ils laissent 29 rebonds offensifs. Le match suivant, ils laissent moins de rebonds offensifs, mais ils shootent à 17% à 3 points. Et on sait que cette année, Paris, c'est une équipe qui est très dépendante du tir à 3 points. Oui. Ils en prennent, j'imagine, je n'ai pas la stat non plus exacte, mais de ce que je vois, c'est l'équipe qui prend le plus de tirs à 3 points de ce que je vois en Euroleague en tout cas. Et du coup, c'est un peu une perte de régime. Pour te rejoindre là-dessus, tu vois, dans le chat, ça dit. Alors, déjà, ça dit Bebou Nadir et TJ du côté du Paris Basket, voilà, qui sont deux joueurs très impressionnants. Je noterai aussi, alors si je me trompe pas, c'est Lo, l'allemand, qui est aussi très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir Paris-Real, justement, en Euroleague. Et le match de Lo avait été monstrueux. Avec Nadir aussi qui est capable d'aller scorer un maximum et surtout qui avait été capable, malgré la défaite, puisque dans mes souvenirs, ouais, voilà, il y avait eu défaite du Paris Basket. Ouais, défaite, c'est vrai. Voilà, qui a malgré tout été capable d'aller chercher ses points sur la ligne, c'est-à-dire d'être allé chercher des fautes. Et du coup, comme le dit Rémi, et c'est là où moi je le rejoins et j'aimerais aussi avoir un petit peu ton avis là-dessus. Après, on parlera. Après, je te poserai la question de savoir qui sont tes favoris, mais avant ça, voilà, qu'est-ce que tu penses du fait, comme le dit Rémi et comme moi je le dis aussi, je le rejoins, il va y avoir des regrets parce qu'il y a des défaites de peu. Ah, il y a des défaites. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des défaites de peu, mais il y a aussi des victoires de peu. Je pense à la victoire face à l'Olympiakos, là-bas, où Paris, ils prennent 20 points d'avance. Dans le quatrième quart-temps, on se dit que c'est bon. Et là, ils se prennent ensuite un run monumental. Ils se prennent un 22-0, si je me souviens bien. Donc, ils passent derrière, le public est en feu. Quand tu vois ça, tu te dis, les petits nouveaux, là, ils vont craquer. Et en fait, non, ils arrivent à sortir la fin de match clutch, pardon, notamment sur un gros 3 points de Oui, celui dont tu parlais, Maodolo. c'est Et, ça. mais du coup, pendant mon monologue, j'ai oublié la question de base. C'était quoi, du coup, la question que tu m'avais posée? La Je suis question de base, c'était désolé. justement savoir est-ce que toi, tu pensais qu'il y aurait des regrets ou pas. Et voilà. Et ensuite, après, que tu bascules un peu plus peut-être sur, avec du coup les actualités dont tu as parlé, avec notamment le Paris Basket contre Monaco, etc. Savoir un peu plus tes favoris. Mais d'abord, donc voilà, donc tu as déjà un peu répondu au niveau des regrets en disant que peut y en avoir, mais pas forcément, comme tu l'as si bien dit, avec des victoires aussi qui ont été de peu. Voilà, et donc maintenant, peut-être plus que tu nous parles un peu plus peut-être de tes favoris, toi, pour la victoire finale dans cette compétition, qui tu vois même au Final Four, potentiellement. Voilà, globalement, peut-être un petit peu plus, ouais, nous parler de ce que tu envisages et de ce que tu vois, toi, sur la suite de la compétition. Et dans le chat, n'hésitez pas non plus aussi, bien évidemment. Eh ben écoute, moi pour le Final Four, ça dépendra évidemment du bracket, parce que tout va pas être possible. Mais je dirais que pour moi les quatre, je vais pas dire du coup mon Final Four parce que c'est compliqué Oui, d'anticiper le bracket tout ça. bien sûr. Pour moi les quatre équipes qui sont pour moi au-dessus du reste, je dirais malgré le classement que le Bayern est vraiment impressionnant Ok, cette saison. On ne les attendait pas à ce niveau-là et ils font vraiment une super saison avec un Carson Edwards qui est énorme au scoring et surtout un coaching de Herbert, le sélectionneur de l'Allemagne, qui est vraiment exceptionnel et qui leur ok. permet aujourd'hui d'être au-dessus du play-in, alors qu'on les attendait vraiment pas du tout à ce niveau-là. Et je les verrais bien concrétiser ça en playoff et aller taper un Final Four. Un peu comme Monaco aussi. Monaco qui est attendu au tournant, qui a eu un début de saison compliqué sous Obradovic, je crois que c'était le nom du coach au début de Oui, saison. Et ensuite Spanoulis, la légende de l'Euroleague, peut-être même le meilleur joueur de l'histoire du championnat, est arrivé au coaching pour coacher une équipe remplie franchement de stars européennes. bien sûr. Récemment, ils ont recruté, on parlait de la deadline, ils ont recruté Daniel Tice, un peu avant la deadline, ils ont recruté Daniel Tice qui a fait un match d'ailleurs énorme à l'Adidas Arena face à Paris, où il met 21 points avec des gros pourcentages d'adresse. Il envoie un contre aussi, il est partout en défense. Et, j'étais un peu pessimiste quant à son arrivée parce que le secteur intérieur de Monaco est quand même assez dense. Il y a déjà Papayannis, il y a Petr Corneli et il y a Mams Jaite aussi, donc il y Bien a quand sûr. même du monde. Moete Jonas, ils ont 5 pivots qui franchement seraient titulaires ou
backup dans la plupart des franchises, pardon, des clubs d'Euroleague. Oui, Et donc, du coup, je les vois vraiment très forts. En plus, avec si Mike James fait du Mike James en playoff, ça peut vraiment très bien se passer pour eux. Et ensuite, je dirais les deux Grecs. Donc, malgré leur classement, je ne mets pas le Fener dans mes quatre favoris, mais je dirais les deux Grecs de l'Olympiakos, l'Olympiakos qui déroule. Et oui, le bien Pana sûr. qui est en quête de back-to-back avec un énorme Kendrick Nunn et qui arrive très bien à se remettre de la blessure de Mathis Le Sort qu'on attendait comme un gros coup dur et qui finalement n'a pas fait tant de mal que ça au Pana, qui a réussi à recruter les remplaçants qu'il fallait avec Wenyen Gabriel, qui je crois y est toujours. Si je ne me trompe pas, je ne crois pas qu'il soit reparti. Je ne Mais crois du pas coup, non plus. Tibor Place, on parlait aussi rapidement tout à l'heure. Ok. Bah jusque-là, moi en vrai, je te rejoins globalement sur les quatre que t'as cités. Alors bien évidemment, il peut y avoir une des quatre qui ne s'y retrouve pas avec une surprise derrière. Voilà, comme on l'a dit, on sait que malgré tout, le basket reste un sport qui peut être incertain par moment. Dans le chat, il y a Rémi qui nous dit surtout l'Olympiakos, parce qu'en même temps, il est tellement heureux de revoir Evan reprendre du plaisir à jouer au basket. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Lui, il voit bien donc l'Olympiakos et Monaco pour le Final Four. Et il dit pour les dernières équipes, il a un peu plus de mal à voir vraiment une équipe qui se dégage. Moi, c'est vrai, je te rejoins, je suis surpris par les performances du Pana après la blessure de Mathias Le Sort, parce qu'on sait que c'est quand même un élément très très important. Et pour juste dire un petit mot, voilà, moi je suis très heureux de voir Daniel Theis débarquer plus en France, même si Monaco c'est pas français à proprement parler, mais ça se joue Ah, si. dans le Ouais. championnat de France, voilà. Un plaisir forcément en tant que supporter de Boston, voir d'anciens de chez nous aller là-bas, venir jouer en France, en Europe, etc. Ça nous fait toujours plaisir. On sait qu'on a eu Kemba Walker avant, donc voilà. Et comme tu l'as dit, oui, c'est vrai que Thaïs a quand même été énorme à Paris. Contre Paris, j'avais pas vu le match, mais j'avais vu un petit résumé et donc les stats. Je suis pas non plus surpris. Comme tu l'as dit, même s'il est arrivé dans un secteur dense, dans un club comme tu l'as dit, qui a un secteur intérieur très dense, moi je suis pas surpris qu'il arrive à s'imposer et qu'il nous sorte des performances comme ça. Donc là, peut-être à la rigueur, la question que je vais te poser, c'est plus qui tu vois en vainqueur final. Si là tu devais donner un vainqueur final à l'instant T avec les formes du moment, qui tu verrais. Et donc pareil, Rémi, je sais pas si pour toi c'était l'Olympiakos, mais voilà que vous nous donniez, les gens présents là ce soir, vous, votre potentiel vainqueur final. Et ben écoute, je risque de pas être hyper original, mais je vais dire l'Olympiakos. Hein. Ils sont largement devant, en tout cas au classement, en termes de bilan. Ils ont un super effectif. Ils ont le gars qui sûrement finira MVP en Sacha Vezenkov. Ils ont, comme on l'a dit, un Evan Fournier qui retrouve des couleurs, a l'air vraiment heureux, qui a l'air de vraiment s'épanouir. On l'a vu notamment faire un très gros match face au Real Madrid où il plante 28 points, si je ne me trompe pas, Je et crois, un oui. gros game winner face à Barcelone au buzzer. Donc on retrouve le Evan Fournier de ses meilleures années en NBA et ça fait franchement plaisir à voir. Et je pense que avec en plus la recrue de Saben Lee qui vient renforcer les lignes arrière avec les problèmes physiques, un peu les pépins rencontrés par Thomas Walkup, le meneur titulaire. Je pense qu'ils ont vraiment largement les armes pour aller au bout. Et à l'instant T, là, c'est eux que je vois aller remporter le titre cette Ok. saison. Ok, ouais, je pense que je suis plutôt d'accord. Donc, je pense que Rémi nous avait donné l'Olympiakos en vainqueur final aussi. Je pense que, ouais, alors on n'est pas à l'abri, comme on l'a dit, de surprise, parce que voilà, tu l'as si bien dit, les quatre clubs qui se dégagent, etc. Ça reste des clubs quand même capables d'aller gagner, mais je pense, ouais, l'Olympiakos plus fort cette saison. J'aurais eu tendance à dire le Pana pour tenter le back-to-back si Mathias Le Sort ne s'était pas blessé. Avec la blessure, ouais, je pense quand même que l'Olympiakos sera un cran au-dessus. Je vois Rémi qui nous dit que voilà, il y avait des émotions avec les vidéos sur l'ovation cette semaine pour Mathias Le Sort. Donc voilà, non, franchement, je pense que oui, objectivement, l'Olympiakos devrait aller chercher une victoire finale. Je dirais pas tranquillement parce que les matchs seront compliqués, mais sans que ce soit une surprise pour le titre. Et ben encore une fois, on se rejoint parfaitement. Et puis pour rebondir sur ce qu'on disait sur Mathias Le Sort, il y avait un truc dont je voulais parler, dont je t'avais déjà parlé avant l'émission. C'est en vue de l'Eurobasket, là, le secteur intérieur de l'équipe de France qui risque
de pas du tout ressembler à ce à quoi on s'attendait. Il y a eu déjà la blessure dans un premier temps de Victor Wembanyama, qui on l'espère, va pas mettre en péril sa carrière, ce serait vraiment terrible. Oui, Surtout pour, c'est pas comme si c'était blessé, c'est vraiment c'est une maladie, enfin c'est pas de chance, c'est vraiment terrible. Il y a Rudy Gobert qui laisse ces derniers temps un peu planer le doute sur sa présence à l'Eurobasket cet été. oui. Alors que, en l'absence de Wembanyama, on pensait que ce serait lui qui serait là pour être capitaine et vraiment qui serait un peu la star de l'effectif. Et du coup, avec cette blessure de Mathias Le Sort aussi qui avait été exceptionnelle pendant les JO, on se retrouve avec un secteur intérieur qui va pas du tout ressembler à celui à quoi on s'attendait. Je sais pas ce que tu en penses toi. Bah, c'est Et, vrai que ça fait un peu voilà. peur. On attendra de voir au final l'effectif complet qu'on pourra embarquer dans cet euro. Maintenant, tu l'as bien souligné, ça va être très très dur parce qu'on a perdu quand même peut-être trois gros cadres. Enfin, en tout cas, on en a perdu deux sur blessure. Après, je vois voilà Rémi qui dit Rudy, c'est pas un problème. Matt, il sait très bien l'amour que j'ai pour lui. Je commence à le rejoindre. Moi, avant, Rudy, je l'appréciais énormément. Mais c'est vrai que maintenant, que ce soit même en tant qu'homme et même en tant que joueur, Mm. je commence à de plus en plus à voir que bah, il commence à vraiment approcher de ses limites. Peut-être aussi l'âge, hein, qui commence à petit rentrer en compte. Voilà, Rudy, il est plus tout jeune non plus. Il n'est pas non plus vieux. Mais il est plus non plus très jeune. Est-ce que voilà, il n'a pas commencé à atteindre ses limites? Mais malgré tout, s'il vient pas, voilà, on aura trois cadres manquants parce que on peut quand même le dire en NBA, ça reste quand même un quadruple défenseur de l'année. Faut pas non plus lui enlever ce qui lui appartient. Voilà. Donc, mais ouais, je te rejoins sur la difficulté. Il faudra même voir parce qu'on ne sait pas sur les postes extérieurs qui on embarquera aussi. Enfin, ça s'annonce compliqué. Maintenant, avec photo aux commandes, je serais pas surpris que peu importe l'équipe, on ait du basket qui soit proposé et qu'on puisse faire un résultat. Mais je pense que ça, de toute façon, on en reparlera au moment venu. Par contre, je suis pas extrêmement, je suis d'accord sur le fait qu'on va produire du jeu quoi qu'il arrive. Et justement, à ce niveau-là, je suis pas, ça m'inquiète pas plus que ça, toutes ces absences qu'on aura à l'intérieur, parce que c'est vraiment, je trouve, c'est le secteur où la France est vraiment, je veux dire, l'équipe de France, elle est surpeuplée d'intérieur. On a Ok. Gershon qui fait une saison énorme à Philadelphie. On a Alex Sarr aussi qui montre de très belles choses, notamment en défense avec les Wizards. Oui, En NBA, on a aussi Moussa Diabaté cette saison qui se montre là, ils sont vraiment très bien. Du coup, avec les Hornets, là cette nuit, il a encore fait un match en 16-15, je crois, 16 oui, points, c'est ça, 15 je rebonds. crois. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on aura du monde à l'intérieur. On a aussi Vincent Poirier en Euroleague, qui d'ailleurs a cette semaine déclaré que c'était carrément son objectif de disputer l'Euro basket avec l'équipe de France cet été. Ouais. Et au vu des récentes blessures et des récentes déclarations de Rudy Gobert, il y a carrément moyen que Vincent Poirier joue un rôle en tant que pivot dans l'équipe de France cet été. C'est vrai qu'avec ce que tu soulignes, c'est à attendre aussi la présence des joueurs NBA, savoir qui se portera disponible, qui ne sera pas disponible. Mais après, moi, c'est pour ça que j'attends et j'ai peut-être une petite inquiétude sur le secteur intérieur. C'est plus par rapport à savoir si tous les joueurs NBA se libéreront ou proposeront en tout cas de pouvoir se libérer pour l'Euro. Bien évidemment, comme tu l'as souligné, s'ils se libèrent tous en grande partie, oui, on sera beaucoup moins inquiet si on a un Vincent Poirier déjà en Euroleague de ce côté-là qui joue en Europe. Si derrière on a un Gershon, un Alexar et même un Zachary, même s'il est peut-être plus poste 3, il peut aussi dépanner et jouer de temps en temps, je trouve, poste 4. Donc c'est vrai que je te rejoins quand même. Si on arrive à avoir tout le monde, hormis les blessés et potentiellement Rudy, il y a quand même la place, notamment Moussa Diabaté, tu l'as souligné. Je pense que, tu vois, si je devais mettre une piécette, je pense que Diabaté sera présent à l'Eurobasket. Après, à voir qui sera avec lui. Je pense aussi que Gershon, je vois aucune raison que Gershon ne se porte pas Oui, disponible. C'était plus pour la quantité qu'on pourrait avoir de disponible en espérant, bien évidemment, comme on en parle depuis tout à l'heure, pas de blessure pour les restants. Ceux, entre guillemets, les survivants actuels, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses, peut-être parler un petit peu plus de l'actu un peu plus NBA, justement, comme on a parlé un peu des Français présents là-bas. Que tu nous dises pour toi oui. comment ça se déroule, qui sont les équipes en forme
Qu'est-ce que tu en déduis pour l'instant avec à peu près les trois quarts de la saison passée? Eh ben écoute, je vais commencer par l'évidence, hein. La dernière fois que j'étais apparu sur un live, Luka Doncic jouait pour les Mavs et c'était parti pour être une longue histoire quand même. Et ça s'est bien inversé, donc maintenant il est aux Lakers, hein, je pense que tout le monde le sait. Et du coup, bah, les Lakers sont en ce moment une des équipes les mieux en forme de toute la ligue. Ils étaient sur une win streak de 8 matchs avant cette nuit. Et le match face à Boston, dont peut-être tu auras envie de parler juste après, Bien et sûr. dont je te laisserai parler. Et du coup, voilà, moi, en ce moment, c'est vraiment les Lakers qui m'impressionnent malgré le fait que je n'aime pas du tout cette franchise. Je trouve que bah, le transfert de Doncic les a fait passer d'équipes qui visent, bah, comme d'habitude, comme ces dernières années, au mieux un second tour, voire une finale de conférence s'ils ont un parcours clément. Là, ils passent vraiment au stade au-dessus, au stade de contenders, qui peut vraiment faire mal. Même si, Oui, bon, en parlant de faire mal, il y a eu la blessure de LeBron cette nuit. On a appris tout à bien l'heure sûr. là qu'il manquerait les 1 à 2 prochaines semaines. C'est les deux Donc, prochaines semaines qu'on vient d'avoir comme ouais, c'est ça. information là il y a quelques Ok. heures. Bah, écoute, je trouve que c'est pas plus mal. Enfin, quand je dis que c'est pas plus mal, c'est qu'on va voir si ce que fait Doncic maintenant sans LeBron aux Oui, Lakers, parce que quand il est arrivé, il a eu du mal à se lancer. Il y en a beaucoup qui ont jeté la pierre à LeBron. Et du coup, là, on va voir bah, si sans LeBron James, il peut toujours continuer à porter cette équipe des Lakers. Et je te laisse enchaîner. J'imagine que tu auras un grand plaisir à le faire sur le match de cette nuit bien des sûr. Celtics. Alors juste avant, déjà comme on est en pleine actu, voilà, on sait qu'on a une équipe en forme qui est le Thunder. De l'autre côté, on a les Cavs. Voilà, donc ça c'est un peu les deux grosses têtes, mais on va en parler, je pense, juste après. En ce moment, il y a le duel du coup. Bah maintenant, comme les Lakers ont perdu cette nuit, comme tu l'as dit, ils sont passés troisième. Donc on a le duel entre les deux premiers de l'Ouest, avec notamment la course au MVP entre deux monstres, Jokic et Shai. Actuellement, le Thunder mène 84 à 80. Le Thunder donc joue à la maison. Il reste 1 minute 30 dans le troisième quart. Denver a fait un gros rapproché. Là, ils viennent de récupérer le rebond. Donc, je vais vous tenir un peu au courant, puisqu'il va nous rester, je pense, on va être encore en live, nous, pendant un petit quart d'heure, comme on s'approche de la fin. Mais ouais, non, c'est très intéressant. Grosse fin de match à venir et gros quatrième carton. Et du coup, pour parler du match de cette nuit, je pense qu'il y a encore des fans de Boston dans le chat. Je pense qu'on s'est régalé. Alors moi, je l'ai regardé en replay tranquillement sans avoir vu le résultat. Faut donner deux MVP cette saison, c'est bon. C'est vrai que les deux font une saison monumentale. Mm. Ils auraient été élus MVP n'importe quand, quasiment. Mais là, malheureusement, ils font leurs deux saisons en même temps. Mais ouais, du coup, cette nuit, on a eu un. Bah, en parlant de MVP, on a eu un joueur en mode MVP aussi, malgré une réussite qui a un peu chuté en fin de match. Jason Tatum qui nous sort un match à 40 points, 12 rebonds, 8 passes. Je pense qu'on est sur un joueur qui est toujours très très proche des triples-doubles. Lui qui en a fait peu, même s'il en a fait autant cette saison que sur le début de sa carrière, si je ne me trompe pas. Voilà, grosse performance aussi de Jalen Brown qui a su le suppléer correctement et comme il faut et comme on l'attend de sa part. Voilà, ils ont répondu, ils ont montré au nouveau duo des Lakers qui était le meilleur duo de la ligue. Je pense que tu me rejoindras là-dessus. Mais Ah ouais, bah complètement, ouais. je pense que je vais un peu plus basculer maintenant sur le reste de la NBA en général. Voilà, le match de cette nuit a montré que les Celtics étaient encore prétendants, mais sans débat, à leur propre succession. Mm. Voilà, mais attention pour moi à deux gros outsiders que sont le Thunder et les Cavs qui nous sortent les deux une saison all-time au niveau des Celtics déjà de l'année dernière. Et voilà, comme le Jérémy, nous les Celtics on monte en puissance après le break parce que malgré tout, ok, on a deux équipes qui sont en 50-10, donc 52-11 pour le Thunder et 53-10 pour Cleveland, mais les Celtics ils sont pas forcément en reste non plus parce qu'ils sont en 46-18. Donc ça reste Oui. une saison. Je crois que si on se trompe pas, si je me trompe pas, on est sur les trois meilleures équipes cette année sont dans le top 20 all-time en termes par exemple de net rating. Donc net rating pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la différence de points, enfin la différence entre ton niveau offensif et ton niveau défensif. On est sur une saison all-time de trois franchises.
c'est juste fou ce qu'on vit comme basket cette saison. Voilà, donc je pense que moi, si je devais dégager trois favoris pour le titre et la victoire finale, ce serait les trois franchises que je souhaiterais, avec bien évidemment un grand espoir de back-to-back de la part de nos habitants du Massachusetts. Et ben écoute, je te rejoins sur le Thunder et les Celtics, mais j'ai un peu plus de mal à voir les Cavs aller loin, malgré la saison exceptionnelle qu'ils sont en train de nous pondre. Ok, En fait, j'ai des doutes à leur capacité à maintenir ce rythme-là en playoff, et je trouve que le fait qu'ils aient pas, ils ont pas vraiment un go-to guy, tu vois, c'est vraiment un collectif vraiment bien huilé. Même s'ils ont des stars, hein, ils ont, enfin, les quatre, Darius Garland, Donovan Mitchell, Jarrett Allen et Evan Mobley, ils ont clairement le statut de star. bien sûr. Ils n'ont pas vraiment un mec à qui tous les ballons vont quand ça va pas, contrairement au Thunder qui a Shai dans ces moments-là, aux Nuggets qui ont Jokic, aux Celtics qui, comme on disait, ont Tatum et ou Jalen Brown. Donc moi, j'ai un peu plus de mal à voir les Cavs, mais je pense qu'il y a carrément moyen qu'ils me fassent mentir en playoff. Je vois dans le chat, ça nous dit les Knicks me font plus peur que les Cavs en PO. Et donc ça c'est Rémi et Timo qui lui répondent non quand même pas avec le management de Thibaut, les Knicks me font pas peur du tout. C'est vrai que les Knicks, moi je les trouve quand même en dessous cette saison. Et ouais, moi je vais rejoindre Timo, je suis curieux des Cavs sous Atkinson et je suis surtout curieux de voir Evan Mobley sous Atkinson en playoff. Parce que je pense que la réussite des Cavs en playoff passera beaucoup par le niveau que sera capable d'avoir Evan Mobley pour aider Donovan Mitchell à porter cette équipe. Je vois le Thunder, je pense qu'on va encore voir les limites autour de Shai en PO. C'est vrai que le Thunder, moi j'ai du mal, en fait, même si je trouve que voilà, ils sont prétendants au titre, j'y crois pour eux, mais en fait, je me dis qu'ils vont encore être une marche en dessous parce que les playoffs c'est encore différent. Et je pense que si je devais donner une équipe capable, moi je dirais, parce que même si là en ce moment, voilà, Minnesota s'est rapproché de nouveau, enfin, ils sont repassés devant Minnesota, etc. Je dirais attention à Golden State, à l'ouest. Mm. Parce que je pense qu'un Golden State à l'ouest va être très très dangereux. J'aimerais bien ne pas revivre mon cauchemar de 2022, voilà, si c'était possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, si les playoffs démarraient maintenant, je mettrais bien une petite piécette sur des finales Warriors-Celtics. Donc pas pour notre plus grand bonheur à nous les fans des Seas, hein. Mais je pense que ouais, je serais capable de mettre une pièce là-dessus. Attention à Denver, même si je les trouve limités en termes d'effectif global. Et puis attention aussi malgré tout aux Lakers, parce qu'il va pas falloir les enterrer, notamment avec l'arrivée de Luka. Donc oui, je pense qu'on est globalement, je pense, d'accord sur les équipes favorites et les équipes, à part peut-être notre léger différent sur plus le côté des Cavs. Mais je sais pas si tu me rejoins un peu aussi sur le côté attention aux Nuggets, Lakers et Warriors. Bah, je te rejoins complètement. De toute façon, à l'Ouest, il y a tellement d'équipes que les Celtics seraient pas sereins d'affronter. Franchement, je trouve même les Wolves, même s'ils font pas une super saison, sur une série, les Wolves, c'est hyper chiant à jouer. Euh, du coup, tu citais les Warriors depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Ils sont vraiment sur un autre niveau que leur début de saison qui était, Oui, qui était clairement en deçà de ce que tout le monde attendait. Même si bon, là, on est en train de voir quand même cette saison que même s'il est pas mauvais, hein, on est en train de voir que Steph Curry, il est pas éternel. bien sûr. Euh, Ouais, alors que c'est pour le peut-être coup, même pas le LeBron, meilleur moment pour dire qu'il est pas éternel parce qu'il est quand même sur des perfs assez folles sur les dernières semaines. Mais oui, je te rejoins. On a vu, surtout en début de saison, je trouve plus ses limites. Voilà, alors là, il a un regain d'énergie. Est-ce que c'est le All-Star Game chez lui, avec notamment une très belle perf, avec un MVP glané? Est-ce que c'est ça qui l'a relancé? Comme tu le dis, peut-être aussi l'arrivée de Jimmy Butler. Mais oui, je te rejoins sur le fait qu'on ait quand même vu ses limites. moi, je pense que c'est carrément l'arrivée de Jimmy Butler qui le relance parce qu'en début de saison, honnêtement, à part lui, il n'y avait pas grand monde pour créer offensivement. Il avait quasiment tous les ballons qui passaient par lui. Je veux dire, à un moment, le mec, il a 35-36 ans, il peut pas gérer, il peut pas porter à bout de bras une attaque d'une franchise comme ça
à cet âge-là. Et je pense que l'arrivée de Jimmy Butler lui a permis d'un peu se relâcher, de ne pas devoir tout le temps être dans l'action et de parfois pouvoir déléguer à une deuxième option vraiment ultra fiable. Alors Jimmy Butler en deuxième option, c'est quand même exceptionnel. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'il revient bien ces derniers temps. Et oui, il a quand même montré de belles limites en début de saison. Bien sûr, juste petit en parallèle, voilà, petit aparté pour les fans de foot, ceux qui suivent encore présent. Alors, je sais pas le résultat qu'a donné United Arsenal. Je sais que Bilbao, il y a actuellement un partout. Voilà, j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais en parallèle, j'ai continué de temps en temps à zioter un petit peu. Donc voilà, un partout. Est-ce que tu peux nous donner, toi, le résultat final finalement d'Arsenal United? Eh ben, j'ai pas donné de nouvelles parce qu'il y a rien eu à dire. Il y a pas eu de, le score n'a pas changé. Un partout. Du coup, bah, c'est un bon résultat pour United, hein, malgré qu'ils aient été à domicile. Un peu moins pour Arsenal, Bien sûr. qui là, bon, on s'en doutait déjà, mais le titre, ça va être vraiment compliqué pour Arsenal. Les deux équipes auraient pu gagner à la toute fin, Oui. parce qu'il y a Raya qui fait une énorme parade et Martinelli qui rate quasiment un immanquable. Donc les deux auraient pu gagner. Et au final, j'ai pas pu voir le tout début du match, mais de ce que j'ai vu, le match nul est carrément logique. Ok, très bien. On embrasse aussi Timo qui vient de nous dire qu'il a dû y aller, voilà, donc il nous souhaite une bonne fin de live. De toute façon, il pourra regarder la rediff, il lui restera, je pense, 10 minutes, pas plus. Je te propose peut-être Mm. qu'on prenne encore 2 3 minutes avant de clôturer sur peut-être les belles surprises de la saison. J'en ai trois en tête, vraiment. Alors j'en avais une quatrième, mais qui s'écroule, et malheureusement, c'était dû aux blessures de leur cadre. Euh, Moi, j'ai. Alors, Memphis et Houston à l'ouest. Mm. Donc, pour Carrément. Memphis, plutôt un retour à la normale, je dirais. Et pour Houston, vraiment une saison où ça perf vraiment pas mal. Et en parallèle, de l'autre côté, à l'est, j'ai comme surprise les Pistons. Pas Euh, forcément. et j'aurais dit le Magic, mais bon, comme je l'ai dit, le Magic n'est plus du coup est en train de chuter. Bon, toujours dans les places pour la lutte au play-in, mais est en train de chuter avec notamment la grosse blessure qui a eu lieu en début d'année de Banquero, puis les blessures. Le Magic est quand même très mal servi cette année au niveau du sujet des blessures. Donc plus trop une surprise, et je pense plus qu'ils arriveront à faire quelque chose, à part s'il y a vraiment un retour au dernier moment en forme de tout le monde. Par contre, je pense qu'il peut y avoir de belles histoires avec Memphis, Houston ou les Pistons. Ben écoute, entièrement d'accord sur tes surprises de la saison. Houston, Memphis, on les attendait pas forcément à ce niveau-là et franchement ils sont hyper surprenants, surtout Houston qui est quand même à l'ouest, donc avec toutes les franchises qu'il y a Oui, là-bas, sortir une telle saison, je ne m'attendais pas à les voir capables de ça aussitôt. Par rapport au développement de leurs joueurs qui sont quand même pour la plupart assez jeunes. Je pense à bien Şengün, sûr. à Jalen Green, à Tari Son, tout ça, c'est encore des joueurs qui sont vraiment très jeunes. Le Magic aussi, je les avais comme surprise au début de saison, mais comme tu l'as dit, ils ont vraiment pas eu de chance. Ils ont eu Franz Wagner, Paolo Banchero, ils ont même eu Jalen Suggs qui s'est blessé. Ça leur a vraiment mis du plomb dans l'aile alors qu'ils étaient très bien partis. Ouais. Ils étaient même de podium, je crois, quasiment en décembre, Oui, par là. il y a un moment, ils étaient troisième, quatrième, ça tournait dans ces eaux-là au niveau du classement à l'Est. Et du coup, oui, bah, après, il y a eu ces deux blessures. Forcément, ça a impacté les résultats et le classement. Et du coup, les Pistons, bah oui, grosse surprise. Moi, au début de saison, il y avait aussi Atlanta, que j'aimais Oui, bien, que j'aimais bien regarder. Ces derniers temps, je les ai moins regardés, donc j'avoue que je sais plus trop ce que ça donne. Je sais qu'ils sont bah, vers le play-in, c'est vers eux le qui play-in sont playoff. situés entre, donc Voilà. sixième, on a les Pistons, huitième, on a le Magic, et si je me trompe pas, c'est eux qui sont actuellement septième. Voilà, Ah bah voilà, qui se sont bien remis à ce niveau-là. Je vais vérifier quand même, mais normalement, en parallèle, il y a OKC qui vient de faire un léger petit creux là, qui mène 94 à 88. Il reste 9 minutes 20 à jouer. Voilà, le match est loin d'être fini, le match est loin d'être décidé. On a la chance d'avoir voilà, un super match qui oppose les deux premiers. Voilà, même je dirais 94-91. Et oui, donc pour te dire, c'est ça. Atlanta est septième actuellement de conférence Est. ok. Et ben voilà, c'est ce que je pensais.
ils sont un peu redescendus, mais oui, c'était vraiment un de mes coups de cœur du début de saison. Et voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir aller plus loin que le premier tour. Ce serait beau, mais j'y crois pas trop, mais je l'espère. Je l'espère pour eux en tout cas, parce que bon, s'ils tombent les Celtics, Oui. j'espère vraiment tout de suite. On notera aussi un, un parcours un peu inverse entre les Bucks et les Spurs. Les Spurs qui avaient démarré très très fort en début de saison, en tout début de saison en tout cas, qui ont fini par chuter et qui se retrouvent un peu aux places attendues. Moi je les voyais quand même malgré tout peut-être aller chercher une place en play-in, une belle neuvième place. J'espérais en tout cas pour eux. Les Suns pour qui c'est très compliqué, mais surtout le parcours un peu inverse des Spurs. Je dirais que c'est les Bucks qui avaient démarré, qui avaient très 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 mal démarré leur saison, qui étaient dans les deux dernières places avec les Sixers. Eux, à l'inverse des Sixers, ont réussi à remonter, donc là se sont repositionnés en tant que force de l'Est, quatrième derrière les Knicks et juste devant les Pacers qui sont en train eux aussi de s'affirmer dans les places en playoff depuis quelques saisons. À l'inverse, les Sixers, c'est quand même bien plus compliqué. 11e actuellement, même pas en play-in. Et à 5 victoires des Bulls qui sont actuellement 10e. Je sais pas trop ce que tu en penses, mais ça va être. Je pense que là, ils sont dans une course au tanking. Bah là, les Sixers, oui, c'est carrément, c'est au-delà d'être une mauvaise saison, c'est une vraie catastrophe. Et je trouve que même là, la situation autour de Joel Embiid, ça va plus loin que la saison des Sixers actuelle. Moi, je me demande si un jour on va le revoir à 100% sur un parquet NBA, parce que cette Oui, saison, il a joué des matchs par-ci par-là, mais il était jamais, il a donné l'impression d'être à 100% bien Joel sûr. Embiid. Et franchement, ça m'inquiète grandement. Alors, je suis loin d'être un fan du gars. Le joueur, forcément, c'est un talent exceptionnel, mais le gars, je suis un peu moins fan de l'attitude et tout. Mais quand même, ça fait bizarre de se dire que le mec, l'année dernière, il aurait dû avoir le MVP si c'était pas blessé. Il était clairement parti pour ça. Et là, cette année, on a un mec qui nous a peut-être fait quasiment ses derniers matchs Bien sûr. en NBA. Faudra suivre ça, mais physiquement, ça m'a l'air très compliqué son retour. Il a jamais été à 100% cette saison. Et j'appréhende vraiment la suite pour lui et du coup, par extension pour les Sixers, parce qu'ils vont devoir se débrouiller avec l'énorme contrat que Daryl Morey, qui a comme son habitude le nez fin, lui a affilé l'été dernier. C'est clair. Après, bon, moi pour la pré-Sixers, justement, je serais peut-être un peu moins inquiet parce que je pense qu'ils tourneront ça autour de Tyrese Maxey et ça serait pas une mauvaise décision de mon point de vue. Je pense qu'il y a les épaules. Je pense que Tyrese Maxey est capable d'avoir les épaules de gérer et d'être un peu le leader d'une équipe en reconstruction. Alors c'est pas lui pour moi qui emmènera en titre en tant que première option, mais c'est quelqu'un autour de qui tu peux reconstruire avant d'aller chercher une nouvelle star ou de drafter une nouvelle tête de gondole. Voilà, je lis Rémi qui en parallèle, comme on a parlé des Suns, nous dit que les Suns ça explose cet été. Et je pense que là, on sera d'accord tous les deux dessus. Maintenant, sur la gestion du. Il nous dit aussi que. Voilà, donc je sais très bien comment lui il déteste Embiid et il nous dit que la gestion des Sixers sur son cas, elle est catastrophique. Et ça aurait dû le mettre out bien plus tôt dans la saison et c'est là où je rejoins. Mais je pense malgré tout que pour l'après, moi je suis pas forcément inquiet pour eux s'ils décident de reconstruire autour de Tyrese Maxey avant d'aller chercher une nouvelle tête de gondole. Et écoute, oui, je suis assez d'accord. En vrai, c'est plus sur la gestion en elle-même de Joel Embiid et pour la carrière de Joel Embiid que je suis inquiet. Oui, Pas pour les Sixers, je pense que cette saison, c'est une anomalie. Ils vont pouvoir construire, comme tu disais, autour de Tyrese Maxey. Et bon, il ne faut pas traîner dans les bas-fonds de la conférence Est comme certaines franchises l'ont fait ces dernières années, comme la traversée du désert qu'ont eu les Pistons bien sûr. depuis je dirais 2019, je crois, leur dernière. Ça fait quand même 4 ans. Je pense que l'année prochaine, on aura des Sixers qui seront dans leur retour au moins au play-in. Oui, Donc voilà, ils ont clairement perdu leur statut de contender cette année et c'est toute clair. leur crédibilité quant à être une franchise qui vise très haut. Mais ils passeront pas non plus des années de galère. Je pense qu'ils auront le moyen de retomber sur leurs pattes. Bien sûr.
Et ben, je pense on peut finir là-dessus. Voilà. On a un petit peu fait le tour, je pense, de l'actu du monde du basket. Notamment avec une belle première partie sur l'Euroleague que tu as rondement menée. Puis sur cette discussion autour de la NBA. Je vais lire voilà, le dernier message dans le chat que Rémi vient d'envoyer. En plus, ça te donne quelques Il a wins raison. qui peuvent te mettre hors top 6 à la loterie, ce qui te fait perdre ton pic. Voilà, c'est vrai, parce qu'en ce moment, il y a eu quelques wins des Sixers. Mais bon, on va clôturer là-dessus en se disant que eux sont partis pour la course au tanking, qu'on a trois équipes qui surnagent et qui sont magnifiques à voir jouer en cette saison régulière, qu'on a un beau bloc de 6 équipes pouvant aller jouer le titre final avec des favoris vraiment et des contenders un peu plus en mode outsider. Donc voilà, je te propose de clôturer là-dessus. Et donc, je vais te laisser la main pour toi, ton mot de la fin, avant de dire le mien et puis de vous dire au revoir. Eh ben écoute, mon mot de la fin, ça va être que je suis très content qu'on puisse reprendre les émissions comme ça. Ça faisait longtemps, ça faisait quelques mois, et voilà, c'est très bien passé. Et comme je disais, bah, forcément, là, on a une saison de sport qui est exceptionnelle, qu'on soit fan de foot ou de basket. On ne peut être que hype pour la suite. Très bien. Et ben, moi, voilà, je vais te remercier déjà dans un premier temps parce que tu m'as très bien accompagné. Voilà, tu as su aussi prendre la main, notamment sur l'Euroleague. Donc, ça m'a fait plaisir de t'avoir de retour. Toi et moi qui n'avions encore jamais pu le live ensemble aussi, c'était notre Hmm. premier. Voilà, on vous l'apprend comme ça. Mais voilà, Nico et moi n'avions jamais pu le faire en duo encore. Donc c'était très sympa de le faire avec toi ce soir. Et puis j'aimerais aussi vous remercier tous dans le chat. Voilà, je lis Rémi qui nous remercie. Ben, moi, je vous remercie à vous le chat parce Merci que là, vous Rémi. êtes 4 5 maintenant. Mais pendant une petite partie, une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes, on a même tourné presque à 10. On s'est beaucoup retrouvé à 7 8 9 pendant une très longue période. Puis sur la fin, bah voilà, on savait que le basket intéressait un peu moins. Même si vous avez été nombreux au début, l'heure aussi fait que beaucoup ont peut-être dû partir manger, sont en famille pour la dernière soirée du week-end avant de reprendre demain. Donc merci à vous d'avoir été présents. Ça nous fait vraiment plaisir parce que voilà, vous vous rendez pas compte, mais pour des débuts, c'est juste génial pour nous. Donc un grand merci à vous, un grand merci à toi, Nico. Et puis est-ce que tu veux rajouter un petit truc avant qu'on dise au revoir? Mais écoute, non, je vais juste dire au revoir à tous les gens qui nous regardent, que ce soit sur Twitch ou YouTube, et je te remercie aussi bah, du coup d'avoir fait appel à moi pour le retour de l'émission. Voilà. Et bah parfait, et bah du coup on va pouvoir vous dire au revoir et vous souhaiter du coup une bonne fin de week-end et bon courage pour la reprise du boulot demain. Donc nous on vous dit à la prochaine et pour moi ce sera donc à jeudi avec Paulin. Salut tout le monde. Au revoir.